Bonjour. Bonjour à toutes et tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Solutions numériques. Comme vous le savez, ce sont des rendez-vous que nous vous fixons et qui sont très appréciés. Et je vais remercier tout particulièrement aujourd'hui Cosmo Consult, qui est notre partenaire, qui nous accueille. Donc vous voyez Wim Kopojans qui nous salue et qui nous fait l'honneur d'avoir invité un de ses clients ils vont se présenter bien sûr, qui est Cédric Forest de Exertis Connect du groupe DCC. Alors, avant que l'on démarre ce webinaire, un petit rappel rapide sur notre mode de fonctionnement. Nous allons donc évoquer le sujet et durant toute cette période d'échange avec nos deux experts, vous pourrez à tout moment cliquer sur le bouton question qui est en bas à droite de votre écran. Nous avons enregistré une personne qui enregistre vos questions et qui nous les retransmettra après. Donc nous ferons un temps de questions-réponses qui se déroulera. À l'issue du webinaire, nous prendrons 10 minutes, un quart d'heure, le temps nécessaire pour pouvoir échanger avec nos experts. Donc n'hésitez pas à tout moment, pour ne pas l'oublier, vous pouvez saisir vos questions et elles nous seront transmises. Alors le sujet aujourd'hui, comme vous l'avez vu, porte sur la réussite d'un déploiement d'un ERP à l'international. Et pour cela, nous avons donc tout d'abord notre partenaire qui vous invite, qui est donc Cosmo Consult, qui est représenté par Wim Kopojans. Wim, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Wim Kopojans. Je suis chef de programme chez Cosmo Consult. On est un groupe de 1500 employés et on s'occupe des services digitaux, services numériques, surtout sur le ERP, Business Central, mais aussi sur le CRM et le Business Intelligence, le rapportage. Et je suis chef de programme, c'est-à-dire que je suis responsable pour livrer ou délivrer une set de projets interconnectés comme Atlas à Exertis. Tout à fait, et merci. Et alors, un grand merci, Wim, puisque vous nous faites le plaisir et l'honneur d'avoir invité un de vos clients. Et là, Cédric, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes donc Cédric Forest, et vous êtes Chief Transformation Officer d'Exertis Connect, groupe DCC. Transformation, oui. Merci oui, j'essaye de le faire avec l'accent. Ah ouais, voilà. Non, c'était beau, c'était bien. Alors, si vous pouviez vous présenter et nous présenter votre société. Oui, donc moi, Cédric Forest, je travaille depuis plus de 10 ans dans une société qui s'appelle Exertis Connect, qui appartient à un groupe qui s'appelle DCC. Je suis en charge de la transformation digitale. D'abord, je l'étais pour la France et là maintenant, je m'en occupe au niveau européen chez DCC Technologies, donc. Et notre société, donc elle a 3 branches, le groupe DCC. Il y a une branche énergie, il y a une branche santé, healthcare, et puis il y a une branche distribution de produits technologiques. C'est dans cette branche-là que je travaille. Et on vend en fait aux professionnels des solutions très axées sur les produits technologiques, notamment l'IT. Donc on est souvent fournisseur de data centers ou de solutions audiovisuelles, que ce soit pour les entreprises ou pour les solutions professionnelles audiovisuelles. Et dans le cadre de cette activité, vous avez la particularité de suivre une progression très régulière et importante, entre autres d'évolution externe. Vous recrutez, vous intégrez des sociétés tout en enregistrant une progression interne. Donc j'imagine que c'est ce qui a dû influencer également une de vos problématiques qui a été finalement de faire évoluer votre ERP. Oui, c'est sûr. Alors, on avait déjà effectivement une société historique et puis après, on a agrégé des croissances externes et donc on avait rapidement, on était face à un patchwork un peu de systèmes informatiques, de ERP et donc c'est sûr que bon,
ça peut tourner, mais rapidement, si on peut avoir une convergence vers une solution unique, c'est super. C'est vraiment très, très puissant en termes de valeur ajoutée. Donc, on a démarré un programme, justement, avec Cosmo Consult, qui avait pour ambition autour de la solution Microsoft Business Central, de faire un déploiement à partir d'un corps modèle. On y reviendra un peu plus tard. Et un déploiement dans plusieurs pays et plusieurs entités, justement. C'était ça tout l'enjeu pour nous. Tout à fait. Oui, c'est une situation qui est finalement relativement classique pour beaucoup d'entreprises qui s'étendent à l'international sur cette problématique d'adapter leurs solutions d'ERP. Oui, en effet. On le voit souvent dans des sociétés qui agrandissent, qui ont un footprint international, qui veulent établir un ERP en centrale, en sachant que souvent, il y a comme Cédric dit, un patchwork ancien de petites applications et grandes applications, en effet, applications qu'on appelle legacy, qui doivent être remplacées et mettre en cohérence l'un avec l'autre. Alors, normalement, oui, on s'occupe d'établir un système central, disons. On s'appelle un corps, un système qu'on est aligné, qu'on est d'accord, qu'on va utiliser en général et on fait le roll-out après. Oui, en effet. Tout à fait. Alors, Cédric, oui, vient d'évoquer le fait de démarrer avec un corps, donc un cœur de solution. Vous avez choisi une solution qui est une solution Microsoft. Je vais peut-être vous demander pourquoi et quels sont les apports à contribution de cette solution par rapport à vos besoins. Oui, alors bon, il y a eu un benchmark qui a été réalisé, hein, assez classique. Et après, pourquoi Business Central chez Microsoft? Parce qu'on avait justement cette volonté, cette mosaïque un petit peu de PME dans le groupe. Et on avait cette volonté d'avoir une solution, je dirais, à échelle humaine, avec la capacité de progressivement faire des déploiements répétitifs sur un certain nombre d'entités et la capacité à intégrer aussi assez facilement sur des projets assez light des nouvelles structures. Donc, on a une croissance externe, on veut, dans un monde idéal, je ne sais pas, l'entreprise arrive dans le périmètre du groupe, avec ce qu'on a mis en place, on peut peut-être se dire, je ne sais pas, en 6 mois, on est capable, à mon avis, de prendre l'entreprise et de la passer sur un nouvel ERP avec un nouvel écosystème qui correspond à notre métier et qui permet quand même des petites customisations, mais qui hérite d'un système qui est puissant, solide, sur notamment le corps modèle, quoi, sur les fonctions structurantes essentielles comme le pricing, la gestion des coûts, des choses comme ça. Oui, en effet, Business Central, si je veux contribuer, en effet, le Business Central, c'est un système de base, mais aussi modulaire, au lieu d'un système monolithe très grand des autres ERP. Business Central permet d'être d'un côté agile et flexible avec la fonctionnalité, avec ce qu'on appelle des add-ons et extensions sur le système, mais de l'autre côté aussi a une fonctionnalité assez riche pour supporter ou permettre que les sociétés un peu plus grandes d'avoir la fonctionnalité qu'ils doivent avoir. On l'a bien compris, une des particularités, c'est, j'allais pas dire une dispersion, mais ça reste quand même un étalement des structures sur divers pays, diverses régions, divers métiers également, puisque plusieurs métiers sont représentés. Donc c'est un des éléments qui est un élément délicat à traiter dans ce genre de projet, d'où la nécessité également, on va en parler tout de suite, de se faire accompagner par un intégrateur dont c'est le métier, mais qui va devoir avoir une approche quand même bien spécifique pour satisfaire, Cédric, le choix de l'intégrateur. Ah oui, alors une fois qu'on a trouvé déjà l'éditeur et puis la solution, après effectivement on cherche un intégrateur qui sait faire ça. Et puis très rapidement, quand on a cherché à faire un croisement de paramètres avec la capacité à déployer en étant certifié par Microsoft Business Central avec une bonne expérience, plus la composante internationale, c'est-à-dire qu'on est sur un déploiement sur plusieurs pays. On ne voulait pas à chaque fois retrouver un nouvel intégrateur, on voulait un partenaire pour un programme et pas seulement sur un projet.
Et donc après, le choix était assez vite fait. Il y a eu plusieurs échanges, on s'est rencontrés. Et voilà, assez rapidement, les choses ont été claires, on va dire. Ok. Bon, oui, au-delà du fait que vous êtes quelqu'un de sympathique, on l'a vu. Qu'est-ce qui a séduit Cédric, selon vous? Oui, un des avantages de Cosmo Consult est qu'on a une footprint assez grande dans le monde et surtout en Europe. Alors, on peut servir beaucoup de markets, de marchés. Et si jamais il y a un marché qu'on n'a pas une office nous-mêmes, on a des partenariats pendant des années qu'on peut utiliser pour faire le rollout dans des pays qu'on n'est pas représentés. Alors, le footprint de Cosmo est la capacité de faire un rollout international nous-mêmes, je pense bien que c'est un aspect très important pour Cédric et Excel. Et puis je rajouterais peut-être, Yves, un point qui est, à mon avis, une des forces aussi de Cosmo Consult, c'est le bon équilibre entre une méthodologie très solide, très puissante, donc très exigeante aussi, mais qui est nécessaire, et qui impose une certaine discipline, et en même temps la capacité de s'adapter au projet et au contexte. C'est-à-dire que c'est pas un rouleau compresseur qui arrive avec sa méthode et rien ne peut bouger à la virgule près. Donc on garde vraiment les bons réflexes de la méthode et en même temps il y a cette capacité à créer de la valeur ajoutée en vraiment s'adaptant au contexte en fait. Oui, on fait sur mesure, en effet. On a un système, une méthode de base, mais chaque client est différent et a besoin de différents accents. Et c'est ça où moi, comme chef de programme, je suis présent pour moduler la méthode, disons. Ouais. Oui, Cédric, vous souhaitiez intervenir? Ah non, moi je viens d'intervenir. Je peux redire quelque chose, mais là j'ai déjà pas de souci s'il y a d'autres questions. Non, on est déjà bien. On va revenir sur une expression que vous venez d'employer, Cédric, et je sais que c'est une expression que Wim apprécie également. Vous avez évoqué la discipline. Je crois que c'est un point important pour mener à bien ce projet-là, et cette discipline, elle intervient dès le départ du projet, on va l'évoquer, et sur l'ensemble de ces phases. Wim, peut-être, la discipline, c'est du sérieux chez vous. Oui, en effet, et on exige quand même un peu de discipline sur plusieurs dimensions. Alors, d'abord sur la méthode, on ne peut pas s'éloigner de l'essence du méthode. On a besoin de documentation. On a choisi une méthode waterfall dans ce cas. Il y avait des raisons, peut-être qu'on peut s'en parler plus tard. Mais la méthode de waterfall exige une pré-analyse, une analyse, un design, un développement et le testing et tout ça, de décrire en détail ce qu'on veut et ça doit être mis clairement dans le document chaque fois. Alors là, on a la discipline, aussi la discipline de maintenir les choix qu'on a fait et Excel a très bien fait. Alors, dès le moment qu'on indique, OK, on a des exigences utilisateurs X, Y, Z, il faut garder, sinon on est dans la zone chaotique, disons, mais aussi la discipline dès le moment qu'on a établi un corps du système, de vraiment donner la vie vers les entités qui reçoivent le corps, de l'utiliser. Ça exige aussi un peu de discipline, beaucoup de discipline pour absorber le nouveau façon à travailler. Et c'est ça où le change management vient en place aussi très fortement. Oui. On y vient. Cédric, oui, donc repris deux expressions, votre expression discipline. Il a parlé également de la documentation. C'est aussi un élément important dans un projet. Et j'imagine que ce sont deux piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour derrière travailler avec vos équipes. Parce que je crois que c'est un point qui est important. C'est au démarrage, il a fallu intégrer tout de suite les équipes. Oui, exactement. Donc ça permet aussi d'intégrer les équipes autour d'une méthode et ça oblige les gens aussi à structurer un peu la pensée entre la discussion qu'on a à la machine à café et les rêves ou les souhaits ou la boîte à idées et de s'obliger à rédiger un petit peu, à poser des choses rationnellement
ça permet d'aller sur de la valeur ajoutée et pour bien cerner les sujets. Après, c'est sûr que la documentation, c'est un des points de la discipline, même si c'est un mot qui fait un peu peur. Discipline, ça rappelle un peu l'école, quoi. Mais en tout cas, de la rigueur ou de la discipline, oui. Et la documentation, c'est essentiel, même si au début, forcément, parfois, ça râle un peu parce qu'on dit, mais attends, juste pour faire ça. Et en fait, chaque jour ou chaque semaine, on se rend compte que c'est indispensable de maintenir une discussion, une documentation à un bon niveau, parce que ça permet de suivre le changement, de se rappeler, ah oui, on avait décidé ça pour telle et telle raison. S'il y a des doutes, on se rend compte que, oui, mais ça, c'était pas écrit dans le cahier des charges. Ou alors, ah oui, c'était écrit, mais on n'a pas fait. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment un point important. Puis après, dans la discipline, oui, il y a le fait de définir un périmètre au début et de s'y tenir. Parce que dès qu'on ouvre un projet comme ça, c'est la boîte à rêves qui s'ouvre. Tous les trucs qu'on avait voulu faire, ah oui, il faudrait faire ça, et puis on savait qu'il fallait changer tel truc et tel truc. Si on fait trop de révolutions en même temps, on ouvre la porte. C'est un monstre, c'est un projet qui va durer 5 ans, 10 ans. Un projet, idéalement, moi je dirais, il faut qu'il y ait une date de début, une date de fin, je dirais, qui est visible et compréhensible et acceptable par tout le monde. Parce que il y a des périodes de grosse intensité. Et donc, on ne peut pas maintenir tout le monde à full speed tout le temps. Donc, il faut être sur des projets raisonnables. La documentation, le steering committee aussi, c'est-à-dire qu'on était sur une gouvernance où on s'est obligé vraiment bien sûr, à faire un suivi, mais à se challenger. Et donc, ça, c'est vraiment important aussi qu'au niveau du sponsorship et du steering committee, il y ait vraiment, non pas des réunions papier glacé où les slides sont beaux et tout le monde dit ah ouais c'est super, ça a l'air bien votre truc, mais qui est vraiment la volonté dans le bon sens des choses, mais de challenger et d'aller chercher les angles morts éventuels du projet. Et puis je dirais que la discipline c'est aussi un élément qui est important, mais que ce soit en termes de budget ou en termes de timing, on a été sur des choses qui ont été fiables, et donc c'est pas un détail non plus. Oui, et c'est difficile à être fiable et prédictif, être prédictif pour voir où est-ce qu'on va aller avec le budget, avec le timing. Et c'était notre devoir, Cédric, pour tout le temps faire le rapportage vers le comité de pilotage pour indiquer, OK, on voit qu'on est on time, on voit qu'on a un délai, il faut revoir, il y a des problèmes à gauche, parce que sur un projet, on a travaillé pendant à ce moment 2 ans et demi, je pense. C'était pas un programme sans problème, bien sûr. Il y avait des problèmes partout à traiter. Oui. Ah oui, c'est inévitable, j'imagine. Comment se fait justement cette sélection, de savoir quelles sont les priorités? Vous avez parlé d'un comité de pilotage. J'imagine également, Cédric, que vous avez intégré la direction générale dans la prise de décision. Mais également, je crois qu'il y a un point qui me paraît également très important, c'est celui de, comment dirais-je, pas forcément de la formation, mais en tous les cas, d'inciter les équipes à comprendre vos problématiques pour accepter la prise de décision. Oui, alors c'est vrai qu'on a voulu, nous, vraiment, sur des projets comme ça, avoir un lead métier qui est assez fort, un sponsorship aussi vraiment d'un bon niveau. Donc, bien sûr, l'IT est au centre de ce type de projet, mais on a voulu vraiment qu'il y ait une adoption, une appropriation très forte du métier. Et donc ensuite, tout simplement, c'est de rationaliser les choses, de poser les choix. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir tout de suite et pourquoi, en fait? Parce que dire j'ai besoin de ça, il faut changer ci, oui, mais pourquoi? Quel retour sur investissement? Est-ce que c'est indispensable pour le go live ou est-ce que ça peut être fait 2 mois après le go live? Est-ce que c'est un drame si c'est 6 mois après le go live? Et ça permet de clarifier les choses. Et bien sûr, il faut un alignement total, déjà en interne, puis en lien avec l'intégrateur, mais déjà en interne. Parce que si vous avez des courants d'air dans la pièce, avec les portes, les fenêtres, entre les différentes directions,
et que vous arrivez après à dialoguer avec votre intégrateur et puis qu'il y en a un qui dit rouge, l'autre qui dit vert, l'autre qui dit bleu, dès que le vent se lève un peu, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai. Donc, Dès le voilà. début, si je peux, dès le début, Exertis a établi les process owners ou les lead métiers avec une très forte compréhension du métier Exertis. Ils ont reçu le mandat de faire des choix parce que quand on établit un corps, il faut avoir un processus aligné. Alors, dans tous les compagnies d'Exertis sont d'accord, on travaille comme ça et c'est comme ça qu'on veut travailler et on veut adopter le processus. Et alors là, c'est le lead métier ou le process owner qui est vraiment très important et on avait la chance d'avoir des leads métiers très expérimentés. Oui. Oui, mais dans le même temps, vous avez un vrai rôle de conseil également, Wim. Hein. Je crois que il vous faut, c'est à vous aussi, parfois, j'imagine, de dire attention, oui, non, ou de pousser vers des choix précis. Oui, j'ai fait ça de temps en temps. Ah, on voit que ça a marqué Cédric, en tous les cas. On fait notre devoir avec notre expérience. On fait des ERP, des rollouts tout le temps. On voit bien sûr les problèmes qui se mettent dans l'horizon et on veut avertir le client, en ce cas, Exertis, des choses qu'on trouve, ouh là là, c'est quand même dangereux ou difficile, ou ça donne un risque, un problème dans le projet et on préfère d'éviter. Et parfois, c'était pas facile. Je me souviens d'une discussion sur la logistique, Cédric. C'était pas facile, mais on a toujours fait un dialogue en partenariat pour se mettre en accord. Parfois, c'était le choix à moi, parfois c'était le choix d'Exertis et alors on est toujours mis d'accord, mais en effet c'est très important de notre côté, d'un côté d'éviter ou d'être un peu visionnaire sur il y a des problèmes sur l'horizon et de l'autre côté aussi d'avoir des lead consultants, on avait des consultants avec beaucoup d'expérience sur le métier qui donne l'avis à, OK, je comprends pas l'exigence, pourquoi tu fais comme ça, il y a des façons mieux, il faut éviter de traiter un commande comme ça, c'est mieux de le faire autrefois, est-ce qu'on peut pas ajuster? Alors, le consulting, c'est un des composants très importants dès le début du projet, bien sûr. Oui. Oui, et Cédric, j'imagine que la prise de décision ne doit pas être facile tous les jours, parce que je vois bien un métier qui arrive et qui vous dit moi j'ai besoin de ça, un point c'est tout, et c'est à vous également de servir d'interface. Oui, oui, bien sûr. Et bah voilà, c'est pareil, il faut filtrer, il faut écouter. Euh, il faut beaucoup d'humilité pour réussir ces projets-là. Il faut pas, voilà, à partir du moment où on dit ça y est, j'ai compris comment ça marche à 100%, à mon avis, c'est que déjà on est dans l'erreur. Donc vraiment, on était aussi sur beaucoup de partage d'informations. On travaillait vraiment à livre ouvert Oui. avec les métiers. Dès qu'il y avait un sujet comme ça, on se réunissait, on discutait et on évitait à tout prix le cloisonnement, justement, chacun dans sa spécialité. Donc ça, c'est très important. Et puis après, il y a des arbitrages à faire. Et donc, nous, on était face à des défis ou des complexités à traiter. Et effectivement, Cosmo Consult, WIM, bah, ils nous mettaient face parfois à des contradictions ou à des risques en disant attention, vous décidez, mais nous, on vous dit, là, il y a un risque. Dans un projet, il y a des risques. Après, il faut le savoir, l'identifier. En lien avec l'intégrateur, on dit, bah oui, on sait qu'il y a ce risque, on l'accepte. Et Oui. il y a un certain nombre de risques qu'on a acceptés et on a bien fait parce que ça s'est très bien passé. Et puis il y en a d'autres où on a dit, ah oui, non, là, effectivement, ce risque-là, on considère qu'on ne peut pas l'accepter, il faut absolument le traiter. Voilà, donc il n'y a pas zéro risque, ça n'existe pas. Et effectivement, il y a un dialogue argumenté, là encore, voilà, il faut dépassionner tous ces trucs-là au maximum. C'est argument contre argument. On Oui. prend le temps et on partage la décision et on décide pas ça à deux dans une pièce, mais voilà, on associe aussi fortement le métier et voilà et la direction générale. Tout à fait.
Oui, vous souhaitiez réagir plusieurs fois, on vous a entendu. J'imagine que vous avez dû apprécier quand même cet engagement qu'a apporté Cédric sur ce projet. Oui, bien sûr. Et bien sûr, on n'a pas commencé avec une compréhension totale. Nous, Cosmo et Exetis, on est devenus des partenaires pas à pas. Mais sur les risques, c'est en effet, on avait juste un outil qui s'appelle le Risk Register avec une risk profile. On a dit, OK, Exetis a un profil de risque comme ça. Ils ont un risk appetite de telle sorte et on peut évaluer un risque en deux dimensions. En dimension, qu'est-ce qui est l'impact et l'autre dimension, qu'est-ce qui est la probabilité du risque. Et avec ces deux dimensions, on peut faire le premier évaluation, mais c'est vrai que Cédric dit, ce sont des arguments et des contre-arguments. Et à un certain moment, on se met d'accord et on dit, OK, il faut traiter le risque ou non, on accepte ou on tient note, on fait rien. Oui, parce qu'on ne peut pas éviter tous les risques. Un projet avec une longueur comme ceci, c'est un événement qui est fondamental risque. Tout à fait. Messieurs, je tiens vraiment à vous remercier pour votre transparence et votre engagement sur ce webinaire. Je fais juste une pause très rapide pour rappeler aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent d'ailleurs, qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton question qui est en bas à droite de votre écran et à partir de là, vous posez vos questions qui atterrissent dans notre régie, qui nous seront renvoyées à la fin de ce webinaire. On prendra 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions et aller plus loin sur les sujets qui vous intéressent ou qui vous interpellent. Mais en tous les cas, déjà, on fait un beau parcours et là, je vous en remercie. Oui, je vais revenir vers vous parce qu'il y a un point qui a dans la préparation que nous avons fait, puisque bien évidemment on prépare ce genre d'événement. Dans la préparation qu'on avait fait, il y a un point qui était important, extrêmement important pour vous, c'est celui du change management. Alors, expliquez-nous, parce que dans tout le projet aujourd'hui, on parle de change management, mais ça peut prendre des formes vraiment diverses. Oui. Quelle est la vision que vous avez de ce change management et Cédric, attention, parce qu'il va falloir nous dire comment ça s'est passé chez vous. Oui. Alors, tout d'abord, pour l'audience, change management, il ne s'agit pas du scope management. Il ne s'agit pas de change requests et de changement d'envergure. Donc, change management, c'est la façon pour aider les gens à faire la transition. Alors, en général, on sait que le succès d'un ERP, d'une implémentation d'ERP, d'un fois, c'est le succès technique, le logiciel, la façon que c'est paramétrisé. Mais de l'autre côté, c'est aussi bien important, c'est le côté humain. Et parfois, les chefs de projet, ils oublient que ils pensent justement au management technique du projet, ils oublient le côté humain. Alors, le change management, dès le début, c'était très, très important. Cosmo a une entité entière qui peut aider à faire les transitions, mais dès le début, Exetis a dit, on le fait nous-mêmes. Alors, pour être clair, c'est pas une société qui fait la transition, ce sont des individus qui font la transition chacun lui-même. C'est seulement quand tout le monde d'une société a fait la transition d'un système vers l'autre que la société a fait la transition. Alors là, on a vu que dès le début, Exetis a vraiment fait l'investissement, dépensé du temps dans la communication de ce qu'on était en train de faire pour mettre clair, OK, c'est ça le but, c'est ça la conséquence. Oui, c'est un peu embêtant au début, mais c'est pour le mieux du société et tout ça. Et on a vu que ça a vraiment contribué sur le succès du projet. Cédric, on l'a compris, le change management, oui, vous a sensibilisé à cette question, mais en réalité, vous l'aviez déjà pris en charge et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, et en fin de compte, le change management, c'est un sujet majeur pour la réussite de votre projet, semble-t-il. Oui, et on sait qu'il y a beaucoup de projets ERP pour lesquels il y a eu des problèmes. C'est souvent lié
un problème du change management. Donc, nous, on a voulu rendre ça assez concret, en fait, parce que le change management, tout le monde en a déjà entendu parler, et voilà, c'est un peu la tarte à la crème. Bon, change management, oui, on va faire du change management. Donc, nous, on a voulu avoir un plan d'action très clair et très pragmatique, très opérationnel, en fait. Donc, là-dessus, on s'est efforcé d'expliquer pourquoi on faisait ce projet. Donc, d'essayer vraiment de partager ça avec les différents directeurs de service aussi, directeurs métiers. Après, c'est beaucoup de communication, à la fois pousser de la communication, mais aussi recevoir beaucoup d'informations, c'est-à-dire interroger les gens d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, avec des questionnaires qu'on faisait régulièrement, par exemple, des trucs simples, hein, mais voilà. Après, on a fait très attention aussi aux silos entre les métiers, parce que souvent, le risque autour du changement comme ça, c'est A dit oui, moi ça marche pour moi, B dit oui, ça marche pour moi, et puis A plus B, ça marche pas ensemble. Parce qu'en fait, ils se parlent pas, ou ils sont pas parlés, ils se parlent dans leur métier, mais pas pour le projet. Donc il y a ça. Après, il y a des phases qui ont été importantes, qui ont été fédératrices, je pense, c'est notamment la phase de test. On a voulu en faire quelque chose, un événement clé. Donc au-delà des leads métiers qu'on avait, on a élargi ça à une communauté avec des contributeurs. Et là, on avait plusieurs dizaines de personnes qui étaient, entre guillemets, bêta-testeurs. Et donc, quand vous avez une communauté comme ça de testeurs, ça veut dire que vous introduisez le projet, vous leur expliquez les contraintes du soft, de l'intégrateur. C'est des gens qui sont éduqués, entre guillemets, au projet, à ces contraintes, au-delà de l'équipe projet resserrée. Et donc, c'est des gens qui sont convaincus, puisqu'ils essayent. Au début, ils disent mais non, mais ils sont choqués par des choses, ils disent ils comprennent pas, puis après on les éduque, ils comprennent pourquoi les contraintes qui amènent à ça, ils l'acceptent, parce que c'est assez carré les choses. Et donc après, au moment du go live, c'est des gens qui disent oui, non mais moi aussi au début ça m'a surpris, mais en fait c'est normal. Et quand vous avez 30 ou 40 ou 50 ou plus de personnes qui sont convaincues déjà par ça, bah, l'adoption elle est largement facilitée, parce que c'est la vraie vie, c'est les gens qui prennent un café ensemble, c'est le off. Le off, il est maîtrisé parce qu'on a des gens, des ambassadeurs, pas seulement dans les réunions avec les PowerPoint, mais à la pause ou entre eux. Donc ça, c'est bien. Et puis, non, voilà, c'est vraiment réexpliquer pourquoi on fait ce projet, qu'est-ce qui rassurer les gens sur le fait qu'il y a des choses qui, bien sûr, vont pas forcément changer, et puis leur expliquer que le fait de changer va permettre d'innover, donner des perspectives aux gens, et puis voilà, et puis leur parler au plus près de leur quotidien. Et donc pour ça, les bêta-testeurs, c'est essentiel. C'est beaucoup plus puissant que des grandes réunions avec des dizaines ou des centaines de personnes. C'est de faire rayonner comme ça une communauté de gens convaincus dans les différents métiers. D'ailleurs, on voit Wim qui n'arrête pas d'approuver. Hein. Ouais, moi, j'aime bien quand il est d'accord avec moi, Wim. En Cosmo, on dit d'abord, il faut gagner la tête des utilisateurs. Après, il faut gagner le cœur. Et voilà. Finalement, les mains. Alors, d'abord, expliquer pourquoi est-ce qu'on fait. Alors, ils veulent faire la transition, et dans la formation et le testing, ils apprennent à l'utiliser, et les trois composants sont importants pour permettre d'une personne de faire la transition. Et on a vu pendant le Go Live qu'il y avait une base d'utilisateurs bien formés, et ça permet d'avoir efficacité dès le début. Et c'était important aussi de l'avoir, parce qu'on n'avait pas l'option d'être en bas efficacité pendant des semaines. Ouais. Et Cédric, l'étendue de cette démarche, elle va des utilisateurs jusqu'à la direction générale, semble-t-il. Oui, le raccourci qu'on pourrait faire, c'est de dire, bah oui, le change management, c'est pour les users qui vont taper les commandes, les devis, etc. Il faut comprendre qu'un projet comme ça, ou des projets de changement, ça apporte des turbulences dans les services, parce qu'on prend aussi des ressources, parce qu'ils ont un métier avant le projet, en fait. Ils avaient une vie avant le projet. Donc, voilà. Et puis, il peut y avoir des débats sur, bah oui, mais moi, j'ai privilégié tel truc, et puis moi, j'ai dû renoncer à ça. Donc, il faut absolument communiquer à tous les niveaux.
à tous les niveaux. Et c'est pas une opération une fois, c'est dans le temps. C'est un sujet qui est jamais gagné complètement. Parce que voilà, donc il faut de la répétition, il faut passer du temps avec les gens. Et effectivement, c'est du user au management, à la direction. Voilà, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Donc c'est vraiment à 360 degrés, quoi. Du, du côté management, on s'appelle le change management fait un focus sur le leadership, c'est-à-dire quand les utilisateurs doivent dépenser un tas de temps sur le projet, bien sûr, ils ont le métier quotidien et c'est le chef qui doit dire je suis d'accord avec la priorité sur le projet, dépenser un peu plus de temps sur le projet. Si le chef financier dit non, c'est fin du mois, j'ai besoin du rapportage, oublie le projet, on n'arrive jamais à avoir le momentum, hein, comment ça s'appelle en français? Le rythme. Le rythme, voilà. On n'arrive pas à avoir le rythme qui est nécessaire pour tenir le timeline. Oui. Tout à fait. Une question alors, très pratique, hein, et je m'adresse à tous les deux. On a ici un exemple très concret avec vous, Cédric, d'une entreprise de dimension internationale. Comment vous gérez les cultures, les langues, et puis le fait que chaque pays a son chef qui a sa vision? Ah oui, mais ça c'est un vaste sujet. C'est la communication. C'est encore une fois, c'est fondamental. Il y a chacun dans son pays a ses spécificités. Il y a des cultures différentes en Europe notamment. Hein, c'est sûr que quand on fait le projet en Espagne ou en Italie ou en France ou aux Pays-Bas ou qu'on discute avec d'autres pays encore, il y a des différences. Et après, c'est de la communication, c'est de la compréhension réciproque. Il faut prendre le temps de discuter avec les gens. Il faut leur laisser du temps pour digérer aussi parfois. Et il faut pas, en tout cas dans la phase où on fait le framing du projet, les contours du projet, il faut être ouvert. Après, il faut être assez clair sur le fait qu'une fois que les fondations sont décidées, on bouge pas trop. Mais dans cette phase-là, il faut honnêtement être prêt à. Il faut pas arriver avec des idées préconçues, bloquées, et donc il faut accepter de co-construire avec les pays, d'adapter éventuellement les choses et de convaincre. Si on n'arrive pas à les convaincre, c'est que quelque part, soit on n'est pas bon, soit on n'a pas pris les bonnes décisions. Et c'est voilà, quand on parle au DG des filiales, voilà, s'il n'y a pas de filiale, il n'y a pas de projet. Hein. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas de projet. Il n'y a rien de tout ça. Hein. Donc voilà, la finalité, ça reste quand même de faire du business. Oui, tout à fait. Wim, votre réaction par rapport à ça? Alors, la dimension culturelle, c'est quelque chose à Cosmo qu'on sait bien, on tient compte. Le style de communication en France, c'est différent en Italie, c'est différent en Espagne, c'est différent en Allemagne. La façon de faire des décisions, c'est aussi différent. On tient compte, mais on met une sauce internationale, bien sûr, parce que il faut mettre disons, une approche ferme, mais aussi consultatif. Hein. On n'est pas ici avec un marteau pour dire on fait comme ça. Non, on fait une interaction et on essaye de trouver des solutions quand il y a des soucis ou des choses qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne comprennent pas. On essaye d'expliquer. D'abord expliquer et après peut-être de faire OK, on a fait la décision, c'est comme ça. Mais le plusieurs des fois, Cédric, c'était plutôt expliquer au lieu de dire c'est comme ça. Et de l'autre côté, dès le début, on a fait le choix d'introduire la langue universelle d'informatique, l'anglais. Bien que c'est pas facile pour les Allemands, c'est pas facile pour les francophones. C'était très facile pour moi. Alors, c'était le bon choix, à mon avis. Et de toute façon, c'était la langue générale et on a réussi, bien que c'était pas trop facile,
à s'expliquer, à s'exprimer. Et bien sûr, maintenant, sur Teams et les autres outils, on a des façons pour faire la traduction online et ça a marché assez bien, je pense. D'ailleurs, Cédric, je crois que les projets n'ont pas été menés d'une manière globale. Vous avez certains projets ont été menés dans certains pays pour être étendus vers d'autres, ce genre de choses, je crois. Hein. Vous avez temporisé sur la démarche. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette logique de corps modèle qui est de définir les éléments clés qu'on veut partager dans les différents pays et les différentes entités. Et après, on a une logique donc de build, on va dire, de construction d'un projet, d'un modèle. Et après, il y a une logique de rollout, de déploiement répétitif. Et donc, c'est vrai que il y avait eu l'Autriche, la Suisse, il y a eu l'Allemagne dans une des entités, en tout cas, parce qu'on a plusieurs entités selon les pays. On a fait la France. Là, on démarre maintenant. On a démarré l'Espagne. On continue avec d'autres pays qui sont prévus. Donc oui, exactement. On n'a pas tout fait en même temps. Mais en revanche, on a pris le temps avant de définir cette base corps modèle commune, ce tronc commun où voilà, tout le monde comprend ce qu'on veut dire par là, je pense, sur les fonctions essentielles qui sont structurantes pour les business, pour un peu qu'on parle le même langage. Voilà, qu'on parle le même langage sur tous les sujets clés. Et après, en acceptant qu'il y ait des ajustements dans les différents pays. Tout à fait. C'est un très beau retour d'expérience. Merci Cédric. Alors, on va se rapprocher du moment où on va passer aux questions-réponses. Donc, je rappelle aux personnes qui nous regardent que vous pouvez encore poser vos questions. Vous avez un onglet questions qui est en bas à droite donc de votre écran. Et donc, la régie va nous les pousser et je poserai ces questions à nos deux experts. Juste avant de passer à cette phase, deux petites questions complémentaires. La première, vous déployez donc un ERP avec une dimension internationale. J'imagine que pour cela, il y a des choix d'infrastructures qui ont été importants, hein, de construction d'écosystèmes. Peut-on parler un petit peu de ces choix? Comment ça se positionne? Comment vous avez pu mettre en place l'infrastructure qui correspond? Peut-être d'ailleurs, oui, vous avez peut-être des choses à nous dire là-dessus. Et puis, Cédric nous parlera de ses choix, lui, au sein de votre société. Oui, c'est quand même un sujet très élaboré, mais de mon côté, je peux dire l'architecture, c'est une architecture SaaS, on est dans le cloud de Microsoft. Et on a une chef technique, un technical architect, qui a établi non justement les environnements en cloud, mais aussi comment les extensions du système, des améliorations du système, il s'appelle des apps, des extensions. Comment est-ce qu'on va faire? Combien d'extensions est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'on va passer d'un environnement développement vers un environnement de test, vers un environnement de production? Alors là, on a notre propre méthode, ça s'appelle Alpaca, qui permet de vraiment contrôler les environnements. Mais en général, c'est une architecture SaaS très moderne et très scalable. Oui, mais je crois que c'est important de le rappeler. Cédric, votre fonction, c'est Chief Transformation Officer. Et là, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire vous avez fait ce qu'on appelle du Move to SaaS. Oui, c'est vrai, on a fait ça. Oui, donc après, sur l'architecture, là encore, c'est structurant sur beaucoup de sujets. Et quand on réfléchit à une architecture pour un ERP, on réfléchit en fait à l'écosystème dans sa globalité, hein. Parce que évidemment, quand on change de ERP, on change pas que le ERP. Donc, en termes d'architecture IT et de flux, on s'est posé pas mal de questions. On a échangé aussi avec Cosmo. Après, il y a des sujets qui sont locaux, des sujets qui peuvent être éventuellement internationaux. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une photo à terme de ce qu'on voulait atteindre à terme. On essayait de définir, voilà, à terme, idéalement, on aimerait bien avoir ça. Et après, il y a une chronologie des événements. On ne peut pas tout faire tout de suite. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé.
Et puis la technologie SaaS, bon bah évidemment on achète un service quelque part qui est évolutif. C'est un bon moteur d'innovation comme architecture. Il y a une notion de sécurité, de fiabilité, de résilience évidemment. Il y a une accessibilité qui est importante. Il y a tout ce qui est le fait que ce soit ça aussi, on se limite quand même sur la customisation. On essaye de garder, comme ça évolue régulièrement, on essaye de pas créer un monstre avec des trucs de partout qui sont incompréhensibles et difficiles à maintenir. Et puis, il y a quand même une intégration effectivement assez puissante et simple dans le monde Microsoft avec tout ce qui est AppSource, où là, ça laisse des possibilités quand même qui sont considérables. Mais bon, voilà, sur l'architecture, encore une fois, c'est une photo finale et puis d'être raisonnable quand même sur les projets, de pas vouloir tout révolutionner tout de suite, tout le temps et tout en même temps, au risque d'avoir un projet qui dure 4 ans et on voit plus le bout. Entre-temps, il y a 3 changements d'orgas dans la boîte, il y a des gens qui arrivent, il y a des décisions qui sont remises en cause. Non, il faut arriver à avoir un scope raisonnable et voilà, et faire en sorte que les choses arrivent. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Si vous me permettez, pour tous les deux, il y a un truc qui est important à vous écouter, c'est le bon sens finalement. C'est voilà, une logique très oui. D'ailleurs, ça vous fait réagir tous les deux. Le bon sens, Wim? Oui, en effet, c'est le bon sens, common sense, c'est de rester clair sur les expectations, de pas don't aim for the sun. Faut pas faire le target trop haut parce que ça prend trop de temps de garder les choses comme ils sont. Parfois, des systèmes satellites, on va pas toucher, on va garder, on va faire une interface et c'est fait. Et après, on a l'opportunité d'améliorer un satellite system peut-être. Mais de toute façon, il faut être raisonnable parce qu'on ne peut pas tout faire. Même si on le peut, c'est pas visible. C'est mieux d'avoir une valeur ajoutée d'un composant, un ERP, un système satellite, et de pas faire tous, parce qu'autrefois, on n'arrive pas à délivrer de valeur. Et dans un programme qui dure des années, on ne peut pas attendre 4 ans pour avoir la première valeur ajoutée. Il faut avoir un peu de valeur ajoutée chaque année, quand même. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de valeur ajoutée. Voilà, on comprend toute la signification de l'expression bon sens. Ouais. Votre discours, Cédric, et votre reprise, Wim. Juste une petite question avant de passer au jeu des questions-réponses. Très rapide, quid de l'IA? Est-ce que l'IA, c'est un sujet que... Alors, vous savez que tout le monde en parle aujourd'hui. Est-ce que vous en avez parlé? Oui, alors nous on en parle beaucoup au sein du groupe. On parlait de bon sens. Alors moi, je vais faire le lien. C'est l'IA, c'est super, c'est génial. On en entend parler partout. Et là, on essaye aussi d'être pragmatique et avec le bon sens. Je dirais qu'il y a l'IA qui vient à vous, c'est-à-dire l'IA qui est intégrée dans Business Central pour des descriptions de produits. Je crois que c'est aux États-Unis. Il y a l'IA qui arrive dans des composants. Donc c'est tout prêt, entre guillemets, ça arrive. Et donc ça, c'est super et il faut s'en servir. Et puis après, il y a ce que permet l'IA en termes de projet. Et on travaille, on réfléchit beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que derrière la vague IA, c'est comment on transforme ça en business. C'est-à-dire comment on fait en sorte de démarrer des initiatives ou des projets pour que l'IA permette de concrètement avoir un retour sur investissement dans les opérations des business au quotidien. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Voilà, aller au-delà de oui, on fait de l'IA, on a parlé de l'IA. Bon, on essaye de voilà. Il y a beaucoup de types d'IA en plus. Il y a l'IA classique d'automatisation, il y a l'IA générative, c'est encore autre chose. Bon, c'est un monde en construction qui est passionnant. Mais voilà, le bon sens et rendre les choses concrètes et avec du retour sur investissement. Et de toute façon, en Business Central, c'est un evergreen, c'est en cloud, on fait des upgrades chaque 3 mois. Notre ajustement du système, ils sont testés automatiquement, c'était un des composants de notre programme.
Et le Artificial Intelligence, le IA, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre c'est quoi le IA, mais c'est la AI. Oui. C'est en mouvement. Et c'est une évolution très rapide à ce moment. Dans la première, aujourd'hui, le IA s'est intégré en Business Central. Demain, c'est encore meilleur avec des choses que le IA fait comme faire le processing d'une sales line, un mail, quelqu'un qui demande je voudrais avoir quelque chose, c'est le IA qui fait le transfert vers le sales order. C'est tout compris dans Business Central. Et je pense dès le moment que c'est disponible pour les gens qui l'utilisent comme Word, Excel, c'est facile, c'est évident et ils n'ont pas l'impression qu'ils font le IA. C'est plus naturel. Et surtout, Microsoft l'a fait d'une sorte que l'être humain est toujours à 100% de contrôle du effet du IA. Alors, il y a toujours une étape de contrôle avant que le IA fait quelque chose dans le système. Tout à fait. Merci messieurs pour vos retours d'expérience. On va arrêter les échanges tout de suite pour passer aux questions-réponses, hein, puisque c'est aussi une étape importante. Alors, je m'excuse auprès des personnes qui nous ont posé les questions. Je ne vous nommerai pas. Les questions resteront anonymes. Hein. Mais par contre, je vais poser à nos intervenants vos questions qui sont tout à fait pertinentes et je vous en remercie. Une première question. Pouvez-vous décrire les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors du déploiement de Business Central en France? Alors, quel défi? Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse là finalement. Plutôt peut-être à Cédric, non? Il y avait beaucoup de défis, je pense, Cédric. Il y avait beaucoup. D'abord, un des défis, c'est un avantage, mais de l'autre côté aussi un défi. En France, il y avait un système de Navision d'il y a 10 ans, vraiment très élaboré avec des spécifiques pendant des années, et c'était très difficile pour déterminer qu'est-ce qu'on va transporter de l'ancien ajustement vers le nouveau corps, parce que le défi ou le problème était tel que quand on commence d'absorber tout, on crée une usine à gaz qui n'a pas de cohérence et c'est à éviter. C'était difficile pour établir qu'est-ce qu'il faut vraiment et qu'est-ce qu'on va laisser dans le système ancien et pas convertir dans le corps. Cédric? Oui. Le scope est vraiment fondamental, que ce soit l'architecture cible, IT cible, que ce soit les features, les fonctionnalités. Après, dans les défis, il y a eu le change management lié à ça, notamment, lié au fait qu'on n'a pas exactement la même chose qu'avant. Il y a des challenges autour de la performance. Donc là, on est sur des critères d'acceptance non fonctionnels. Voilà, et je fais le lien avec un autre sujet majeur qui est la logistique. La logistique, c'est un sujet qui forcément concentre beaucoup d'attention et qui nécessite d'être vraiment analysé au plus près des besoins du business. Et puis on avait dans les enjeux importants, on avait aussi tout ce qui était autour de l'EDI. Avec beaucoup de business lié à ça. C'est là où je dis bon, il y a le RP puis il y a tout ce qui est l'écosystème autour. Et là, quand on switch, il faut pas que les flux s'arrêtent, les flux entrants, les flux sortants. Voilà, ça fait partie des enjeux importants qu'on a eu à gérer et à sécuriser. Merci. Une autre question. Quels indicateurs ou KPI avez-vous établis pour mesurer le succès du déploiement de l'ERP? Voilà aussi une bonne question. Alors, oui, on a voulu définir des indicateurs. On a eu des indicateurs de réussite du projet à moyen long terme qu'on s'est définis. Et puis, on s'est obligé aussi à avoir des indicateurs de go live très opérationnels. Oui. Et donc là, c'était aussi en lien avec Cosmo Consult et WIM de dire attention, prenez ça parce que ça permet aussi de beaucoup rationaliser les choses, de prévoir les bonnes ressources. En effet. Donc, on s'est dit, normalement, on expédie tant de lignes, tant de commandes,
on réceptionne tant de marchandises, on a tant de lignes de devis, de commandes. Et le premier jour, la première demi-journée, on va être à combien de la normale, le deuxième, le troisième, Oui. pour justement pouvoir dire les 3-4 premiers jours, on est on track, on est bien, pas bien, et qu'il n'y ait pas une panique en disant bah, on fait moins 30 ou je sais pas combien. Et, bah non, mais c'est normal, c'était prévu. Oui. Voilà, et il y avait les ressources adaptées. Et aussi, voilà. Ce qui était planifié, c'est si jamais on n'atteint pas les KPI, on va activer le rollback. On n'a pas le choix, on ne peut pas se permettre d'avoir une semaine d'efficacité à 50%, c'est impossible, on ne peut pas recouvrir. Alors, on a démarré le lundi, le mercredi, il faut avoir tel de commande, tel de shipment, tel de facture. Si on n'arrive pas, on fait le rollback. Et on avait un plan de rollback des activités, qui fait quoi. Et c'était un des plus stressants, c'était assez stressant. Oui. Mais on avait des checkpoints chaque 2 heures pour déterminer où est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'on est aligné. Oui, c'était bien. Ok. Alors, c'était bien, mais ça devait être stressant. En effet. Une autre question. Comment avez-vous veillé à ce que l'équipe soit suffisamment formée et préparée pour la transition vers le nouveau système? Peut-être pour toi, Cédric, je sais qu'il y avait beaucoup de formations. Je me souviens le big test, mais je pense, Cédric, que tu peux élaborer peut-être un peu plus. Oui. Bon, donc là-dessus, il y a eu des supports de formation prévus avec pour certains des books, pour certains des mini-vidéos courtes pour expliquer des choses. Voilà. Et après, la formation, il y a eu en préalable à ça cette communauté de bêta-testeurs, de contributeurs qui ont été formés aussi. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, on avait des référents qui pouvaient facilement aider pendant le Go Live. Donc il y a eu les formations qui ont eu lieu avec tous les collaborateurs, évidemment. On avait pris aussi quelques jours de sécurité pour que les gens puissent voilà, répéter, faire des exercices, notamment pendant la période de cut où l'ancien système était avec les dernières transactions et en attente du lancement du nouveau système. Donc voilà, mais beaucoup, je dirais, de pédagogie aussi sur le mindset, sur l'état d'esprit, parce qu'au-delà de la formation, ce qui est important, c'est que les gens comprennent que les choses sont un peu différentes, qu'il faut s'adapter et que c'est pas dramatique si le premier jour à la première heure tout fonctionne pas parfaitement. Donc ce qui était pas mal et utile, c'est voilà la capacité des gens à avoir le bon mindset constructif et pas se bloquer dès qu'il y a un problème. C'est ça qui a permis aussi d'avoir un Go Live qui était réussi et calme en fait. Oui. Et surtout, on avait le première semaine de hypercare, une période de hyper réactivité. Si jamais il y avait une petite chose qui gênait, quelque chose qui ne marche pas comme prévu, on a ajusté ad hoc pour permettre que tout le monde était sur l'efficacité qu'on voulait. Oui. Une question souvent sensible, je vous la pose quand même, mais si elle vous pose problème, parce que je sais que ça fait l'objet aussi de négociations diverses, mais pouvez-vous nous donner une idée des coûts engagés sur la période de mise en place en rapport avec le nombre d'utilisateurs? Oui. Oui. Oh bah oui, il va se jeter dans l'arène, c'est bon. Vas-y, oui. Plus ou moins le coût d'un GSM. D'accord. Ok. Je sais, surtout, je sais pour Exertis, mais je ne pense pas que c'est utile pour l'audience. Il y a énormément de variables qui donnent pression sur le coût, oui ou non. Alors, l'envergure, la façon d'ajuster, la façon de faire le projet, la complexité, les liens de communication.
on ne peut pas mentir, c'est quand même un investissement important. On était avec 5 consultants pendant 2 ans et demi. C'est quand même un très, très important investissement. On ne fait pas comme ça. Il faut avoir un budget. Mais de toute façon, si jamais quelqu'un est intéressé pour savoir combien d'agents est-ce qu'on a besoin, on fait les estimations en livre ouvert, c'est-à-dire on établit un budget détaillé et on dit, OK, bien, tenant compte de votre situation, on pense d'avoir besoin d'une telle formation, d'un tel test, d'un tel élément. Et si ça apparaît un peu haut, un peu bas, on ajuste. Et c'est comme ça qu'on le fait. Et ça peut être très différent, une implémentation pour société A et le même pour société B. À cause des facteurs, des variables, ça peut être le double ou la moitié. Oui. C'est difficile à dire en général. On rappellera simplement que les investissements sont à la hauteur des enjeux et que chaque entreprise est unique en la matière. Oui. Allez, une dernière question, et puis on va mettre fin à notre webinaire. Avant, j'aimerais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay sur le site de Solutions Numériques et Cybersécurité. Je pense que c'est important de dire que vous pouvez y accéder et vous pourrez y accéder ultérieurement. La mise en ligne se fera assez rapidement. Allez, une dernière question. Est-ce que vous avez dû faire face à des problématiques ou à des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas? Allez, qui veut répondre? Cédric. Alors, je dirais, il y a dans le change management, il faut pas se limiter juste aux gens, par exemple, qui saisissent les commandes ou qui font les opérations en logistique. Il faut vraiment inclure le management dedans. Et il faut convaincre, y compris le management, parce qu'encore une fois, ils ont des agendas bien remplis avec leurs équipes. On prend des ressources, et plutôt les meilleures, pour contribuer à faire le projet. Et en plus, on ajoute du changement. Donc, il faut convaincre. C'est pas parce que c'est une initiative stratégique du groupe qu'il faut prendre le raccourci de ne pas prendre le temps de convaincre les gens, d'écouter. Ça, c'est important. Et puis après, je pense que dans les enjeux, c'est le scope. Encore une fois, c'est de réussir à dialoguer avec les uns et les autres et de s'arrêter à un moment donné sur un périmètre raisonnable. Voilà. Ça, c'est du travail avant, mais une fois que c'est fixé, c'est bien, c'est puissant parce que on a ça comme fondation un peu tout au long du projet. C'est important. Oui. Juste avant que vous interveniez, des problématiques, des difficultés, il y en a, mais qu'est-ce que ça doit être agréable de travailler avec quelqu'un comme Cédric qui anticipe et qui comprend. C'est important. Allez, pour terminer, oui. Mais c'est un partenariat et c'était très. Et moi des compliments, oui. Mais pour revenir sur les questions, les choses inattendues, d'un côté, oui, il y avait des choses inattendues, mais c'est notre devoir comme chef de programme et chef de transition d'avoir des phases ou des moments pour absorber des choses inattendues. Par exemple, pendant le cutover, c'est le transfert des données du système ancien vers le système nouveau Business Central. On avait une situation, tu te souviens, en Allemagne, où soudainement, il y avait quelque chose avec les prix et on avait je pense, plus d'1 million de prix et quelque chose n'était pas clair. Et c'était un très grand problème, complètement inattendu parce qu'on a fait la répétition des transferts des données et ça marchait tout le temps. Et c'était un grand problème, mais c'était inattendu, mais on avait le buffer, on avait tout le week-end et on s'est préparé pour, si jamais il y a un problème sur des données, on a le temps le samedi, le jeudi, c'est pas samedi. Dimanche. Dimanche. Ah, merci. Samedi et dimanche pour
récupérer le prix de nouveau et le faire. Et on a fallu faire ça, mais c'était planifié, disons. Ok. Ben écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier tous les deux pour. Je l'ai déjà dit, mais votre transparence et votre bon sens, ça me semble être important pour la réussite des projets. Vous en êtes la démonstration, et j'invite les personnes qui nous suivent à retourner sur solutions numériques et cybersécurité. Pour voir le replay, et puis pour voir éventuellement, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter si vous souhaitez poser des questions directement à Wim ou à Cédric. Merci. Merci je dirais, j'ai pas envie de dire bonne chance pour votre projet puisqu'il est bien parti, semble-t-il, et qu'il se déroule bien. Et en tous les cas, on sait mieux maintenant pourquoi et comment on peut réussir un projet de cette envergure. Merci. Merci bien, Yves. Merci Yves.